Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est géographe, essayiste. J'ajoute aussi rare dans les médias et auteur d'un livre qui paraît ces jours-ci, Les Dépossédés, c'est chez Flammarion. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Christophe Guilluy. Bonjour. Vous consacrez donc votre livre aux dépossédés, une majorité de citoyens que vous qualifiez de majorité ordinaire, qui n'entend plus se laisser dicter les règles et leurs comportements. Dites-nous tout d'abord de quoi ces gens ordinaires, ces millions de gens sont-ils dépossédés ? Alors la dépossession, cette idée, elle m'est venue à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les classes moyennes, les classes populaires, en France mais aussi en Europe, avec une interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe en Occident là depuis, pas hier, depuis une trentaine d'années ? Ces contestations multiformes qu'on observe en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, à travers des référendums 2005, les Gilets jaunes. Quel est le point commun de tout cela ? Alors, quand j'écoute la petite musique ambiante, on me dit oui, mais c'est un mouvement social. Des gens qui manifestent pour des droits, etc., etc. Je me dis, mais non, il y a quand même quelque chose de différent par rapport aux mouvements sociaux du 19e siècle, évidemment, du 20e siècle aussi. Alors, c'est quoi cette différence ? C'est que, à l'époque, les gens manifestaient pour obtenir de nouveaux droits, des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Et aujourd'hui, la contestation, elle n'est pas nourrie spécifiquement par, j'allais dire, du matériel, mais aussi par de l'immatériel. C'est-à-dire un sentiment généralisé, enfin en tout cas majoritaire dans l'ensemble de ces pays, d'être dépossédé de ce qu'on avait, mais aussi de ce que l'on est. Et ça, c'est un point très important, et ça veut dire que cette question de la dépossession, elle est portée par une majorité ordinaire, ce qu'on appelait hier la classe moyenne, la classe moyenne occidentale. C'est pour ça que je cible quand même l'Occident, parce que c'est très spécifique l'Occident. L'Occident, c'était quoi pendant les 30 Glorieuses ? C'est un continent qui avait réussi quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire de faire monter tout le monde. L'ouvrier, l'employé, le cadre supérieur, d'ailleurs, considérait faire partie d'une classe moyenne majoritaire. C'était quoi la classe moyenne ? C'était des gens intégrés économiquement, donc politiquement, avec des partis très différents. On pouvait voter pour le Parti communiste, le RPR, peu importe. Et aussi culturellement. C'est-à-dire que tout ça, quand on tire le fil, on voit bien que... Et puis, il s'est passé quelque chose dans les années 80, j'allais dire le grand choc, cette affaire de mondialisation, avec tous ces gens intelligents, très intelligents, qui nous ont expliqué que finalement, on allait désindustrialiser, on allait métropoliser le pays. Et puis tout le monde allait se retrouver cadre supérieur plus. Et puis c'est pas grave puisque les Chinois allaient faire le sale boulot, les Indiens aussi. Sauf que les Chinois fabriquent des fusées maintenant. L'iPhone 14 va être fabriqué en Inde et on voit bien que ça s'est pas exactement passé comme cela. Et on a des catégories. On pensait avoir sacrifié uniquement la classe ouvrière en se disant c'est pas très grave. Mais non, ça a touché d'autres catégories, des employés, des ouvriers, et on n'a pas vu tout ça. Pourquoi on n'a pas vu tout ça ? Pourquoi ? C'est la question, Christophe Guilluy. Pourquoi est-ce qu'il y a une forme d'impensé ? Vous dites qu'on dresse en fait un mauvais diagnostic ou un faux diagnostic des catégories populaires, puisqu'on parle de revenus, de faibles revenus, et ça il faut le dénoncer, mais quasiment jamais de la question culturelle et immatérielle. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce que tout simplement il y a un processus dont on a parlé, mais on se rend pas compte à quel point finalement ça nous a mis dans une impasse. C'est la question de ce que Christopher Lasch avait énoncé dans les années 80. Il parlait de la sécession des élites. Alors les élites, c'est quelques personnes, on va dire, c'est pas très grave, mais en fait il y a une sécession beaucoup plus perverse, qui est la sécession des catégories supérieures. Alors les catégories supérieures, c'est un truc qui est assez large, 20-25% de... Ça veut dire qu'il y a quand même du monde qui bénéficie du modèle. C'est pas le 1% des ultra riches. Mais oui, ce truc de cibler en permanence le 1% ou les milliardaires.
Bon, on enfonce des portes ouvertes. Si je vous dis, est-ce que vous êtes pour le fait que 1% des milliardaires possèdent 40% du patrimoine mondial, bon, on va tous être d'accord, c'est scandaleux, etc. Non, il y a bien un processus de sécession qui est d'ailleurs très visible pour les géographes, puisque c'est pour ça que j'ai parlé de la France périphérique, mais on pourrait parler de la Grande-Bretagne périphérique. Là, en Grande-Bretagne, c'est encore plus visible. Bref, une concentration de la création d'emplois et donc des richesses dans ces grandes villes dites ouvertes. D'ailleurs, il y a une emphase communicationnelle, parce qu'évidemment, plus on se ferme, plus on dit qu'on est ouvert. Paris, ville ouverte, à 10 000 euros le mètre carré, vous comprenez bien que c'est un peu étonnant. On a des catégories supérieures qui se sont finalement repliées, concentrées dans ce que j'appelle les nouvelles citadelles. Et ces citadelles, elles sont aussi alors évidemment géographiques, mais culturelles aussi. Parce et que vous parlez de dépossession d'horizon, c'est fort, hein, être dépossédé d'un horizon. Alors, c'est pour ça que j'ouvre le livre, en fait, sur quelque chose de très particulier, qui est, je me replace il y a 80 ans, le Front populaire. Le Front populaire, bon, on a les acquis sociaux, on a le mouvement ouvrier, on a toutes ces images un peu mythiques en tête, mais il y avait quelque chose de très symbolique qui était l'accès à la mer. Alors, en réalité, il n'y a que 5% des gens qui sont réellement allés au bord de la mer pendant l'été 36. Mais c'était une ouverture et avec cette idée d'un nouvel horizon pour les classes ouvrières notamment. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la question de la dépossession, il y a aussi la dépossession des lieux. Et la dépossession des lieux, elle s'est réalisée d'abord dans les grandes villes, bien évidemment, puisque on n'avait plus besoin de cette classe moyenne, de ces catégories populaires, pour faire tourner la boutique, en gros. Donc le marché, en fait, c'est la main invisible du marché, finalement se charge de mettre à l'écart les gens dont on n'a plus besoin. C'est ce qui s'est bêtement passé dans l'ensemble des grandes métropoles françaises et européennes, avec la gentrification, l'embourgeoisement des quartiers populaires. Et tout ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur, je le dis toujours, c'est-à-dire que avec un discours d'ailleurs très positif, l'arrivée de ces catégories supérieures, avec un discours écolo, tout ça c'est très sympa. Et d'ailleurs, quand ils arrivent, tout devient beau. Un petit village avec des catégories supérieures, c'est un beau village. Et par exemple, le littoral atlantique actuellement, on a vu ça après le Covid, il y a eu beaucoup d'achats de résidences secondaires, bref, une forme de... Et aujourd'hui, l'ensemble du littoral atlantique devient ce que j'appelle le mur de l'Atlantique, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, si vous avez des revenus modestes, accéder à la propriété évidemment, mais aussi au loyer sur ce littoral atlantique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va dire un ménage, un jeune qui est né dans ces régions, sur ces territoires, ne peut plus vivre là où ses parents vivaient. Et ça, c'est quand même une violence symbolique, culturelle, sociale très très forte. Mais ça n'existe pas. Donc dépossession d'horizon, dépossession sociale, économique, politique, culturelle. Et on ajoute à cela que le fait d'appartenir à la classe populaire revient à être considéré comme étant victime dans le regard, je dirais plus globalement, des classes dirigeantes. Or, vous dites à l'inverse, Christophe Guilluy, que naître et vivre dans ce milieu populaire, c'était une chance. Avant, peut-être. Bien sûr. Moi, je me souviens d'un temps, je suis vieux maintenant, quand j'étais gamin, donc je vivais dans une commune, on va dire, populaire, ouvrière, qui votait communiste, voilà, tout était normal. Jamais, à aucun moment, on se posait la question, par exemple, de la mixité sociale. Est-ce que je dois aller à l'école avec un fils, je sais pas, d'avocat pour réussir ma vie ? Et cette petite musique, elle est arrivée dans les années 80. C'est pas un hasard si je dis les années 80, c'est le virage libéral, notamment de la gauche, donc l'abandon de la question sociale. Et en fait, on a abandonné la question sociale pour, en fait, fabriquer des ersatz. Les ersatz, c'est le discours sur la mixité sociale. Le discours aussi sur l'ascension sociale. C'est-à-dire que si tu ne deviens pas ministre, tu as raté ta vie. Bref, il faut t'extraire de cette fange qui est ton milieu d'origine. Et on voit bien la mise en scène régulière et de plus en plus forte d'ailleurs par les médias de ce qu'on a appelé le transfuge de classe, le transclasse, le type qui réussit.
Et alors on peut se dire bon c'est sympathique, c'est très bien. Évidemment personne n'est contre l'idée de monter, mais derrière tout ça il y a cette idée qu'il faut absolument abandonner ce qu'est la culture populaire, etc. Et je dis toujours, on peut naître en milieu populaire, vivre en milieu populaire et mourir en milieu populaire. Alors là, en général, le type de gauche pleure en face de moi, quoi. Et réussir sa vie. Je rajoute tout de suite, quoi. Et je dis toujours, c'est une chance d'être né dans un milieu populaire parce que ça véhicule des valeurs, des mœurs, une façon de vivre qui est, pour moi, qui est, comment dire, pu voir un peu ces dernières années ce qu'était le salon. Ce sont des valeurs très largement, on va dire, au moins égales et si ce n'est supérieures à celles que j'ai observées au salon. On va en parler. Ce que vous ne supportez pas, Christophe Guilluy, c'est qu'on caricature en réalité ces classes, ces dépossédés. Il y a une question centrale pour ces dépossédés et qui reste une forme d'impensé en France, c'est l'immigration. Alors attention là, parce que la qualification de raciste vous pend au nez. Oui, bah bien sûr. Enfin, ça c'est le. Oui, sur cette question de l'immigration, mais on pourrait aussi parler de l'insécurité, on pourrait parler du rapport à la mondialisation. Ce qui est frappant, c'est le calme absolu des catégories populaires depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on n'a pas observé de guerre civile. Je veux dire, les gens restent très calmes. Il y a eu une forme de séparatisme qui s'est mis en place, certes, mais les gens sont dans une rationalité absolue. Rationalité ou résignation ? Non, je pense que c'est une rationalité absolue. C'est-à-dire que la question du rapport à l'autre, en bas, elle est gérée de façon très complexe. Je dis toujours raciste le matin, fraternel l'après-midi, le même quelle que soit son origine. Alors ça, évidemment, ça c'est impossible la demande de régulation de l'immigration, elle est portée par ces catégories elles-mêmes souvent issues de l'immigration. Mais la demande de régulation, elle est universelle en milieu populaire. Pourquoi elle est universelle ? C'est-à-dire que à 1500 € par mois, vous ne pouvez pas gérer votre environnement. Vous avez besoin d'un État qui régule, d'un État aussi qui, quand il y a des lascars en bas de chez vous, je veux dire, envoie la police. Enfin, je veux dire, c'est un truc tout bête, quoi, tout simplement parce que, et d'ailleurs on l'observe très bien actuellement. Moi, je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis. La demande de régulation des flux migratoires, comme celle d'une plus grande sécurité, elle émane de catégories immigrés. Oui, mais certains ne veulent pas le voir. Et je précise, ce serait difficile de les qualifier de racistes d'ailleurs. Bien sûr, et je précise d'origine maghrébine ou africaine, parce que évidemment, comme les gens sont toujours un fantasme. Non, les gens sont les mêmes. C'est une nouvelle que je donne à nos élites. Avec une pointe d'ironie, on l'entend ce matin. Oui, non, mais c'est assez frappant. C'est-à-dire que les gens veulent le calme, veulent que le collège du coin instruise leurs enfants, souhaitent que leur quartier ne soit pas un sas où on arrive en permanence et que l'on quitte en permanence. Je rappelle ce qui s'est passé dernièrement dans les quartiers nord de Marseille, avec des populations elles aussi immigrées qui n'en peuvent plus évidemment de la dérégulation et de l'arrivée de populations sans papier dans leur quartier. Donc tout ça est comment dire d'un basique absolu, parce que vous posez ces questions de régulation de flux migratoires, je sais pas, à des catégories modestes en Algérie, au Sénégal, en Chine ou au Tibet peut-être même. La réponse sera exactement la même. Nous pouvons accueillir, mais évidemment, nous souhaitons aussi qu'il y ait une forme de régulation. Ils ne veulent pas que leur quartier devienne des sas ni des ZAD. De votre point de vue, que pensent les dépossédés quand ils voient ce qui se passe à Sainte-Soline avec les militants radicaux et écolos? Que pensent-ils de cette minorité encouragée notamment par Sandrine Rousseau qui veut imposer sa loi au nom, c'est important, du bien de tous? Je pense que pour l'essentiel de la population, tout ça est perçu comme la brume médiatique et politique du moment. C'est-à-dire que la question de l'écologisme, je dis bien écologisme, est perçue comme une idéologie élitiste. Ce qui ne veut pas évidemment dire, je l'ajoute tout de suite et je le surligne, que les gens ne sont évidemment pas préoccupés par la question de l'environnement. Parce qu'évidemment, on est cette idée stupide qu'il y aurait d'un côté ceux qui se préoccupent de la fin du mois et ceux qui se
se préoccupent de la fin du monde. Alors, en filigrane, évidemment, les gens ordinaires et les gens intelligents, très intelligents, ceux d'ailleurs qui nous ont conduits dans l'impasse économique, sociale et culturelle du moment. Non, les gens, là encore, sont dans une complexité et dans une rationalité qu'on ne soupçonne pas. Vous ne croyez pas, on va conclure en la révolution, Christophe Guilluy, en un grand soir, mais plutôt en une succession de coups de boutoir qui peut vraiment, selon vous, qui peuvent vraiment changer le système et le modèle ? La question de la révolution, c'est celle de qui pilote la révolution. Bon, ça c'est la question la plus importante. Oui. C'est vieux comme la révolution. C'est essentiel. Non, les gens sont, j'allais dire, vaccinés de ces grands projets, j'allais dire, systémiques qui organisent la nouvelle société. Le nouveau monde, c'est typiquement, j'allais dire, entre guillemets, un truc de bourgeois. Les gens sont dans une logique absolue, c'est-à-dire fermes sur leur diagnostic, fermes sur ce qu'ils veulent, contrairement à ce qu'on dit, fermes sur leur mode de vie, fermes sur leur avenir et sur l'avenir de leurs enfants, et n'entendent pas changer d'avis là-dessus. C'est pour ça que je dis que de toute façon, qu'on le veuille ou non, les coups de butoir vont se poursuivre. Alors quelle forme ces contestations vont prendre, je n'en sais rien. Violentes, pas violentes, dans la rue, pas dans la rue, politiques ou non, mais elles vont se poursuivre. Les dépossédés, Christophe Guilluy, aux éditions Flammarion. Je vous le disais, Dimitri, et je pense que nos auditeurs sont d'accord, interview extra lucide de notre invité. Merci beaucoup, Christophe Guilluy.